on va faire des pubs pour que les gens utilisent nos applications. On se dit que c'est aussi la bonne opportunité pour que les gens sortent de TikTok pour utiliser une application qui les force à faire du sport. En effet, il fallait qu'à l'origine, ils soient sur TikTok. Les leaders aujourd'hui de la wellness, pour passer à 1 million d'euros de revenus annualisés, donc leur premier million d'euros de revenus, c'était entre 15 et 34 mois. Et nous, on a fait ça en 9 mois. 15 ans d'une vie. 15 ans d'une vie, c'est le temps qu'une personne peut passer sur son smartphone à raison de plus de 5 heures par jour face à un objet conçu pour capter son attention. Le problème, ce n'est pas seulement le temps perdu, c'est ce que cet usage produit derrière. Anxiété, sédentarité, troubles de l'attention, fatigue cognitive, isolement parfois. Avec Rocapine, Jean-Gabriel Boineau-Tramoni veut prendre le problème à l'envers, faire du smartphone non plus une machine à scroller, mais un allié du bien-être. Alors, en plein cœur de Vivatech, on s'est dit que c'était un super sujet pour 40 nuances de Next. On se retrouve juste après ce jingle. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour Solène. Alors tu étais avant de l'autre côté de la barrière, du côté des investisseurs, et puis tu as sauté là et maintenant tu es du côté des entrepreneurs. Tu présentes Rocapine comme le premier éditeur d'applications mobiles pour transformer l'usage du smartphone en allié du bien-être. Concrètement, ça veut dire quoi ? Rocapine, en fait, on est une plateforme qui va servir à distribuer des applications mobiles. Et l'objectif, c'est de mettre du sens derrière cette plateforme. Donc, c'est un métier qui est millénaire, le métier de l'édition. Donc, on l'a dans toutes les industries créatives, les livres, la musique, notamment les jeux mobiles. Puisque mon associé vient d'un des plus gros éditeurs de jeux mobiles français, Voodoo. Et on a voulu mettre au service du bien-être cette expertise qu'on a justement en France, qui est la capacité de qualifier des concepts et ensuite de les distribuer à grande échelle. Et l'angle différent cette fois-ci, c'était que ce qui va driver notre choix de qualification, ça va pas être simplement la performance, mais ça va être aussi l'effet positif que les produits peuvent avoir sur leurs utilisateurs. Quel a été en fait le déclencheur de Rocapine ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le smartphone, on l'a tout le temps dans la main, c'est très captif, il suffit de prendre le métro pour regarder les gens autour de nous bloqués sur leur smartphone. Qu'est-ce qui a été le déclencheur, si je puis dire, le déclic pour toi de dire il faut qu'on transforme cet outil. De toute façon, cet outil, on l'a, mais il faut en faire autre chose. Moi, je pense que ça nous correspondait pas mal avec Stan, donc, qui est mon meilleur pote depuis plus de 10 ans et mon cofondateur. Donc, il y a un troisième associé, Samy, qu'on a rencontré. Et de faire un choix qui est hyper pragmatique. Donc, le smartphone seront dans le quotidien de tous. Maintenant, comment on essaye de faire que le temps qui est passé derrière ce smartphone, ce soit du temps utile. Alors, on avait l'expérience justement avec Stan du gaming où parfois ça pouvait être un peu frustrant parce qu'on arrivait aux limites de l'entertainment. Et donc là, le but, c'est de se dire comment ça peut être un vecteur pour nous forcer à faire du sport, nous forcer à mieux comprendre notre corps, nous forcer à combattre les addictions qu'on pourrait avoir. Et c'était aussi une manière de réaliser que une partie des produits qu'on a sur smartphone, c'est pas des produits qui sont satisfaisants. Et donc, en tant que père d'une petite fille de 18 mois, Stan aussi avait sa fille en même temps, on s'est dit que c'était un peu le moment de sauter le pas et de développer des produits qui sont de meilleure qualité, mais pour autant sans faire de concession sur la performance. Et on est capable d'allier les deux. Et c'est souvent le meilleur produit qui gagne, et surtout dans la wellness. Et alors, est-ce que tu as un ou deux exemples de choses que vous avez pu mettre en place et qui changent complètement, qui montrent un changement de paradigme justement sur ces sujets-là ? Oui, un des gros business models dans les apps mobiles, c'est le fait de générer des revenus par les ads. Nous, aujourd'hui, nos apps, elles ont pas de pub, donc c'est un modèle de souscription. D'abonnement. Exactement. Et nous, on est capable d'être rentable parce que les gens vont rester abonnés le plus longtemps possible aux applications. Donc, il faut que ce soit des produits qui leur délivrent de la valeur au quotidien. On a par exemple Harmony, qui est une application de suivi de cycle menstruel. Et l'objectif, c'est contrairement à des apps comme Flow, qui vont être vraiment orientées purement sur la fertilité, c'est de permettre aux femmes qui utilisent l'application de vraiment naviguer autour de leur cycle, mieux comprendre leur corps et surtout l'utiliser dans un temps long. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est oublié parce qu'on va rentrer dans des mécaniques plutôt d'addiction, on va regarder une rétention, on va tout faire pour que les personnes consultent l'application tous les jours. Nous, on est sur des produits dans lesquels on n'est pas obligé de consulter Harmony tous les jours. C'est une application qui peut être consultée uniquement une fois par semaine. Et donc, c'est pour ça aussi que le modèle de l'abonnement fait sens. Quand je t'écoute sur ces sujets-là, je me dis,
Est-ce que vous avez noué des partenariats particuliers justement avec des acteurs qui peuvent pousser vos produits auprès de leurs clients, auprès de leurs salariés, auprès de leurs collaborateurs, parce que finalement ce sujet de la santé mentale, il intervient à toutes les couches de la société et à tous les niveaux? Alors, pas encore. Ça peut être un stream de revenus auquel on pensera à l'avenir pour essayer justement, une fois qu'on sait qu'on a le meilleur produit sur le marché, essayer de le faire intégrer dans les entreprises. C'est le cas de, par exemple, Calm, le leader de la méditation, qui est une application anglaise. Les salariés chez ASICS, ils ont un accès gratuit à Calm, parce que ça a été vendu au niveau corporate. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, on travaille, alors, c'est pas encore public, mais avec un quintuple médaillé olympique de judo, qui va sortir une application mobile de sport, et on l'a développée avec lui et ses coachs, parce que c'est une prise en compte d'un programme sportif qui est différente de ce qu'on a aujourd'hui sur le marché. C'est qu'on va prendre en compte votre neurotype, et en fonction de caractéristiques mentales que vous avez, le programme de sport va s'adapter. Donc si vous êtes plus porté sur l'endurance, sur l'explosivité, le programme va être différent, et c'est une méthode qui est utilisée par tous les athlètes olympiques pour s'entraîner, mais qui n'était pas à la disposition de tout le monde. Donc là, le but aussi, c'est de distribuer plus largement, de meilleure qualité. Et justement, comment il se passe cette acquisition client? Alors, c'est ça qui est important dans notre modèle, c'est que l'expertise de l'éditeur, c'est faire un produit d'hyper bonne qualité pour que les gens restent abonnés longtemps et acquérir des utilisateurs au moindre coût pour être sûr de générer du profit. Et donc nous, aujourd'hui, on fait surtout de l'acquisition digitale via justement les plateformes comme Meta, TikTok. Donc c'est hyper paradoxal par rapport à notre modèle, parce qu'on va aussi faire des pubs pour que les gens utilisent nos applications. Et c'est une expertise en soi. Après, mais en même temps, tu pourrais pas faire totalement autrement en fait. Aujourd'hui, c'est aussi le système qui te propose ça. Bah, on se dit que c'est aussi la bonne opportunité pour que les gens sortent de TikTok pour utiliser une application qui les force à faire du sport. En effet, il fallait qu'à l'origine, ils soient sur TikTok. Voilà, il faut que tu ailles les chercher où ils sont pour les sortir de là où ils sont. Vous êtes passé de 0 à 6 millions d'ARR en 9 mois, avec 90% des revenus aux États-Unis. Qu'est-ce que ça dit de votre marché? Bah, premièrement, que le gros du marché, il est aux États-Unis. La consommation d'applications mobiles, elle est un peu plus faible en Europe. C'est une question d'utilisateur. On a parmi vos proches, je pense, de culture. Ouais. Moi, je demande souvent, mais on en parle aux gens, mais est-ce que toi, tu payes des applications mobiles? C'est souvent pas le cas. Et la deuxième partie, c'est de montrer qu'en fait, il y a une vraie demande pour ce type de produit. Et cette trajectoire de croissance, elle est beaucoup plus importante que les anciennes générations d'app. Par exemple, les leaders aujourd'hui de la wellness, pour passer à 1 million d'euros de revenus annualisés, donc leur premier million d'euros de revenus, c'était entre 15 et 34 mois. Et nous, on a fait ça en 9 mois, sur 3 apps. Donc c'est aussi parce qu'on développe des meilleurs produits que le marché les attend et est très content de souscrire à ces produits. Là, vous venez de lever 13 millions de dollars. Qu'est-ce que cette levée doit permettre? Lancer d'autres apps, accélérer aux États-Unis, investir dans l'IA, investir plus largement l'Europe? Alors, on lance tout le temps des nouvelles apps, ouais. Tout le temps des nouveaux concepts. Donc, en effet, ça va faire partie du modèle, parce qu'on estime que à mesure qu'on lance des apps, on devient plus intelligent, on comprend des meilleures mécaniques et ça permet de les insuffler dans tous nos produits. Et ça va être surtout investir dans notre stack technologique pour essayer de créer une expérience de bien meilleure qualité, notamment une hyper personnalisation au sein de l'application. Et ça demande justement d'avoir une grande qualité de modèle d'IA. Respecter la privacy des utilisateurs, ça a un coût. Ça nous empêche justement d'exploiter une certaine partie des données. Et donc tout ça, on est obligé justement de le contrebalancer par des investissements techniques. On se rend compte, et on a eu déjà cet échange avec plusieurs entrepreneurs, d'ailleurs c'était la claque d'un entrepreneur, qu'il y a de plus en plus de gens qui considèrent les IA type ChatGPT, type Claude, comme un ami, une amie, un psy. Ça peut même être un psy. Quelqu'un m'a dit, j'ai une amie qui m'a dit, j'ai trouvé un psy pour 15 € par mois. Comment vous allez répondre aussi à ce sujet-là des consommateurs? Déjà, c'est assez symptomatique, je pense, du fait qu'il y a un mal-être et il y a besoin d'avoir des produits digitaux pour y répondre. Mais surtout, je pense que ça rentre au cœur de la raison pour laquelle on a fondé Rokapin. C'est d'éviter qu'on ait des mécaniques d'addiction qui rentrent en compte. Fondamentalement, OpenAI et Anthropic, aussi bienveillants qu'ils puissent être, ont la volonté d'avoir des utilisateurs qui restent longtemps. Et c'est bien connu qu'il y a un système de mirroring de ces IA qui vont seulement vous conforter dans vos avis.
un peu à l'image des algorithmes sur les réseaux sociaux qui vont vous montrer du contenu qui est toujours autour de la même sensibilité. Et donc, nous, on est d'une génération qui était plutôt techno-optimiste. Là, on commence à avoir un peu cette dynamique qui disparaît. Nous, notre volonté, c'est que l'interaction qui soit faite entre l'homme et son smartphone, elle soit plutôt productive et elle ne lui fasse pas rentrer dans des cercles vicieux où il pense que c'est un psy qui l'aide alors que c'est une IA. Dans le cadre justement de l'IA et des chatbots, nous, c'est des solutions qu'on a intégrées dans une de nos apps, mais on veille à ce que, à chaque fois qu'il y ait besoin d'un vrai conseil médical, ce soit un stop et un message très clair qui... Exactement, un professionnel qui soit consulté, et on ne fait pas d'IA alliée psychologique, c'est simplement, nous, pour l'utilisation de l'IA, on appelle la Generative UI, c'est simplement une méthode pour retrouver des conseils au sein de l'app, juste avoir un guide au sein d'une application, mais le but c'est pas d'avoir un psy virtuel, c'est ce qui n'est malheureusement pas diplômé. Donc. Oui, exactement. Il y a aussi une chose qu'on fait tous parce que dans nos métiers, on répond à nos mails, ils sont sur nos téléphones, on consulte LinkedIn, on regarde où on est notre pipe sur notre téléphone. Donc en fait, nos enfants nous voient aussi avec notre téléphone qui est le prolongement de notre bras. Et même si on essaie de se mettre des règles à la maison, certains disent à table il n'y a pas de téléphone, ou moi j'essaie de ne plus mettre le téléphone en recharge dans la chambre. Donc chacun a ses petits trucs. Toi, comment tu le gères au quotidien, ce téléphone dans ta vie ? Très mal. Très mal parce que je suis un jeune chef d'entreprise qui passe son temps à répondre à des mails. À scroller les réseaux sociaux pour comprendre quelles sont les nouvelles tendances et les nouveaux besoins et à tester mes apps. Donc, en revanche, je suis bien conscient et je suis capable de ne pas utiliser mon portable, et on a justement des applications qui ont des screen blockers parfois et qui du coup obligent à rester concentré. Que tu utilises du coup ? Oui, j'utilise parce qu'un de nos investisseurs est le fondateur d'Opal, qui est une application de concentration. Mmh. Et on a cette fonctionnalité de bloquer l'écran sur certaines de nos apps, notamment une app qui s'appelle Unchain pour accompagner les chrétiens à arrêter la pornographie. Et ça bloque justement les sites pornographiques. Ok, eh bien, comme quoi on en apprend vraiment tous les jours. Je propose de lancer le mois président. Notre projet, ton projet, Jean-Gabriel, demain, coup de baguette magique, hop, tu te réveilles à l'Élysée. Quelle première mesure tu prendrais et pourquoi ? Je pense qu'on ferait comme l'Australie et la Grande-Bretagne. On interdirait les réseaux sociaux avant 16 ans. Je pense que c'est essentiel parce que le problème, c'est pas l'écran, c'est ce qu'il y a derrière. Et toutes ces mécaniques d'addiction sont assez aliénantes, et surtout pour les plus jeunes générations qui ont justement une relation, qui ont besoin de s'identifier, qui ont besoin de se montrer, qui ont besoin aussi de trouver leur père. Et là-dessus, les réseaux sociaux ne les aident pas. Et donc, je pense que ce serait une très bonne mesure qu'il faille atteindre un certain niveau de maturité avant d'y accéder. C'est en cours. Et c'est très bien. C'est en cours, et nous avons eu Clara Chapaz sur ce sujet-là qui défend ardemment cette loi d'interdiction des réseaux sociaux à 15 ans. C'est pas 16, c'est 15. Pour toutes les raisons aussi que tu as évoqué. Et tu disais que quand tu as lancé Rocapine, ta petite fille avait 18 mois, elle a un peu grandi, mais elle est encore pas en âge d'avoir son propre téléphone. Mais moi, je sais que les miennes, j'ai pas hâte du tout d'arriver à ce moment-là. Et je me dis peut-être qu'on sera revenu en arrière et qu'elles auront des téléphones plus bloqués avec des applications vraiment qui leur seront dédiées. Je sais pas, je me dis que peut-être les choses vont évoluer comme ça. Comment tu les vois, toi, les 10 prochaines années ? Justement, je pense il faut quand même saluer le fait qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience des limites de ces objets. Et donc, à partir de là, je pense que justement, on va réussir à revaloriser les expériences dans la vraie vie, et que le smartphone sera un outil de communication, sera un outil au service de notre bien-être, pour accéder à du contenu de bonne qualité et nous forcer à faire du sport, et pas nécessairement pour insulter des gens sur les réseaux sociaux de manière haineuse. Tout à fait, ni d'être dans sa bulle cognitive. Exactement. Il y avait ce formidable film Derrière nos écrans de fumée qui, je trouve, expliquait très très bien ce qui se passait. Et récemment, on rediscutait de ça avec des amis, et quelqu'un m'a dit « Mais moi, j'ai tout enlevé après avoir regardé Derrière nos écrans de fumée. » Et c'est vrai que peut-être juste avoir de la pédagogie, vous avez aussi des enfants, de comment ça fonctionne. Nous, on a appris sur le tard, mais eux, de leur donner les clés, ça peut déjà être un bon moyen de limiter aussi ces effets.
Un bon exemple, je pense que c'est même les fondateurs des réseaux sociaux les interdisent à leurs propres enfants. Exactement. Donc, Et les mettre dans des écoles sans écran. Donc, c'est les premiers conscients des limites des outils qu'ils ont développés. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison de se laisser faire. Et au fond, nos enfants n'en ont pas envie, même si sur le moment ils ont envie de manger un paquet de gâteaux, on sait très bien que c'est pas pour leur bien, mais consommer du contenu sur les réseaux, c'est pareil. Il y a un téléphone devant toi. Je te propose de le décrocher. Là, Jean-Gabriel me regarde en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Décroche-le, décroche-le. Et je garde le casque. Ouais. Bonjour, Claude à l'appareil. Tout le monde ici fait des paris sur moi. Ce que je vais changer, accélérer, détruire. Alors, je retourne la question. En 2026, sur quoi misez-vous que je ne verrai pas venir? Donc Claude, le chatbot. Claude, oui, exactement. Lui-même. Alors en 2026, ce sur quoi Claude ne verrait pas venir, c'est que les humains sont capables de sortir de leur bulle et de justement pas avoir besoin de Claude pour tout et ne vont pas lui déléguer toutes leurs tâches cognitives et continuer de le nourrir avec ça. Donc, je pense que ce sur quoi il parie mal, c'est les limites de sa propre intelligence qui va commencer à plateau et pour lequel les humains vont avoir assez d'orgueil pour pas passer leur temps à lui déléguer la moindre tâche. Merci pour cette analyse. On est aux 10 ans de Vivatech. Si je te demande quel entrepreneur il faut qu'on suive dans les 10 prochaines années, ou quelle tendance, ou quelle entreprise, tu as envie de me parler de qui ou de quoi? Moi, j'ai une forte appétence par mon passé pour le quantique. Donc, s'il faut parler d'un endroit où les meilleurs produits ont été incubés dans la technologie quantique, je dirais Cantonation, qui était le fonds de VC dans lequel je travaillais, et donc de suivre les aventures de Christophe Jurzac, Olivier Tonneau et Charles Becbédé dans le financement des meilleures pépites industrielles du secteur. Eh bien, on va les regarder avec attention parce que le quantique est aussi sur beaucoup de bouches et beaucoup de lèvres, dans beaucoup de bouches et sur beaucoup de lèvres, ici à Vivatech pour cette édition 2026. Merci Jean-Gabriel d'être venu Si, tout à fait, Jean-Gabriel. J'ai le petit doute à un moment. Jean-Gabriel, d'être venu nous parler de Rocapine et hâte de voir la suite et d'essayer ces bloqueurs pour travailler avec concentration. Merci beaucoup. Merveilleux, merci beaucoup. Feuille blanche. 40 nuances de Next.